Un tireur controversé avec une vie singulière, critiqué par beaucoup et loué par d'autres, mais doté d'un talent exceptionnel. Aujourd'hui, vous allez découvrir la véritable histoire de Chris Kyle. Le recordman de tir de précision durant la guerre d'Irak, il est devenu une légende peu de temps après sa mort prématurée, ce qui l'a rendu mondialement connu simplement sous le nom de tireur d'élite américain. Christopher Scott Kyle est né le 8 avril 1974 à Odessa, dans l'ouest du Texas. Premier des deux enfants de Wayne Kenneth Kyle, diacre et professeur d'école du dimanche, et de Debbie Lynn, Kyle a grandi dans un environnement très religieux, fréquentant régulièrement l'église où son père prêchait. À l'âge de 8 ans, il a reçu son premier fusil et a commencé à accompagner son père à la chasse aux cerfs, aux faisans et à la caille dans la région. Il a passé son adolescence à développer ses compétences dans la ferme familiale, s'occupant du troupeau de 150 têtes de bétail et des activités quotidiennes qui faisaient partie de la vie d'un cow-boy texan. À cette époque, il s'est aussi intéressé au rodéo, montant des taureaux lors de compétitions régionales. Même sans le talent pour devenir un champion, Kyle s'amusait de cette vie qui impliquait de nombreux voyages et des fêtes entre les compétitions. N'ayant jamais brillé dans ses études, il a terminé le lycée. Et pour retarder les responsabilités de la vie adulte, il est entré à l'université d'État de Tarleton en 1992, où il a étudié la gestion des propriétés rurales. Mais la base en son passé d'abus de fêtes et d'alcool ne fit que s'intensifier. Et il étudia très peu pendant sa période universitaire, ce qui le poussa à abandonner l'institution après 2 ans. Lors d'une compétition de rodéo à Randon, Texas, Kyle a eu un grave accident. Le cheval qu'il montait l'a fait tomber et a roulé sur lui cassant une côte et lui déboîtant l'épaule, en plus de lui causer des blessures aux poumons et aux reins. Et un ensemble de broches a été installé dans ses 2 poignets, mettant essentiellement fin à sa carrière sportive. En 1996, à l'âge de 22 ans et sans plan pour sa vie, Kyle a décidé de suivre un ancien désir personnel. Il s'est rendu au centre de recrutement militaire de sa ville pour devenir fusilier marin. Cependant, à l'heure où il s'est présenté, le recruteur du corps des fusiliers marins était absent, en pause déjeuner. Kyle a commencé à écouter les recruteurs des autres forces. En apprenant qu'il s'intéressait aux opérations spéciales, le recruteur de l'armée lui a expliqué les Rangers et leur entraînement intensif en tant que parachutiste. Kyle a aimé ce qu'il avait entendu, mais il n'était pas encore convaincu. C'est alors que le recruteur de la marine lui a parlé de la principale unité des opérations spéciales de la force, les Sea, Air and Land Teams, et de leur programme d'entraînement ardu et intense qui affiche un taux d'abandon très élevé. Les SEALs, un sigle qui signifie Sea, Air and Land, sont une unité d'élite créée par la marine des États-Unis en 1962. Pour mener des opérations spéciales, capturer ou éliminer des cibles importantes et recueillir des renseignements derrière les lignes ennemies, en environnement maritime, dans la jungle, en zone urbaine, arctique, montagneuse et désertique, ces membres suivent ce qui est considéré comme l'entraînement le plus rigoureux et utilisent donc des équipements de pointe, jouissant d'un statut mythique au sein des forces armées. Kyle a écouté attentivement les explications du recruteur et à partir de ce moment, il a renoncé à devenir un fusilier marin. Tout ce qu'il voulait, c'était devenir un Sea, Air and Land. Porté par l'enthousiasme, il a complété les documents requis et renoncé à sa prime de signature. On lui avait dit que cela augmenterait ses chances d'obtenir le poste. Mais quelques jours plus tard, une douche froide s'est abattue sur lui lorsqu'il a reçu une lettre de refus par la poste. La marine avait rejeté sa candidature à cause des broches dans ses poignets. Et Kyle s'est retombé dans le découragement une fois de plus, cherchant à s'isoler de sa réalité. L'année suivante, il a travaillé comme cow-boy au Colorado, conduisant des troupeaux dans le froid de l'État. Sa routine monotone a duré de nombreux mois, jusqu'à ce qu'un appel soudain change à jamais son histoire. À l'autre bout du fil, il y avait un recruteur de la marine des États-Unis lui demandant s'il était toujours intéressé à devenir un Sea, Air and Land. Les yeux écarquillés, Kyle accepta immédiatement l'invitation, quitta son emploi et retourna au Texas. En février 1999,
Chris Kyle s'est présenté à la base navale de Coronado, en Californie, pour commencer les 24 semaines du Basic Underwater Demolition Spotter Sea, Air and Land. Le Basic Underwater Demolition Sea, Air and Land, ou formation de base en démolition sous-marine. L'entraînement intense, où les recrues qui abandonnent sonnent une cloche et obtiennent un repas chaud, inclut conditionnement physique, plongée de combat et guerre terrestre. Et à 25 ans, Chris Kyle, qui était plus âgé que la plupart de ses camarades, a enduré l'entraînement par la seule force de sa volonté. Il a ensuite poursuivi avec le Sea, Air and Land Qualification Training, ou formation de qualification Sea, Air and Land, qui dure 26 semaines. Il s'est distingué en tir de précision. Durant cette période, lors d'une pause dans un bar à San Diego, il a rencontré Ty Studebaker et entamé aussitôt une relation amoureuse. Kyle a été diplômé Sea, Air and Land en mars 2001 promotion 233 puis affecté au Sea, Air and Land Team 3. Et l'année suivante, le 16 mars, il a épousé Taya. Dans le cadre de la soi-disant guerre contre le terrorisme, qui a suivi les événements du 11 septembre 2001, le gouvernement de George W. Bush a lancé une enquête sur la présence d'armes de destruction massive en Irak, alors sous le contrôle du dictateur Saddam Hussein. Durant les mois tendus qui ont suivi, le transfert accru de plusieurs unités militaires américaines et de leur coalition, comprenant la Grande-Bretagne, l'Australie et la Pologne, s'est intensifié au Moyen-Orient, anticipant l'ouverture d'un conflit armé. Parmi ces unités se trouvait le Sea, Air and Land Team 3, dont les 8 pelotons ont été transférés au camp Doha, au Koweït, en septembre de 2002. Là-bas, Kyle s'est impliqué dans ses premières actions opérationnelles, interceptant des navires irakiens dans le golfe Persique et menant des recherches d'armes de destruction massive. En décembre, au large du Yémen, les SEAL ont intercepté un navire irakien transportant des missiles Scud. Cela a encore accru les tensions entre les États-Unis et l'Irak, même si les Nations Unies continuaient à œuvrer pour une solution pacifique. Au début de 2003, Kyle était inquiet à l'approche de la date de son retour aux États-Unis, craignant de manquer la guerre qui tardait à commencer. Mais les préparatifs secrets pour l'invasion étaient déjà en plein essor et Kyle n'aurait pas l'occasion de rentrer chez lui. Aux premières heures du 20 mars, des missiles américains ont frappé des cibles dans la capitale irakienne, Bagdad, lançant ainsi l'invasion du pays. Cette nuit-là, Chris Kyle a pris place en tant que tireur dans un Desert Patrol Vehicle, ou véhicule de patrouille du désert, transporté à l'intérieur de l'Irak dans la soute d'un hélicoptère Sikorsky MH-53, avec pour mission de prendre le contrôle des raffineries de la péninsule d'Al-Fal, au sud du pays, à la frontière avec l'Iran. Le lendemain, les forces de la coalition ont envahi la province de Bassora, partant de leur base au Koweït et avançant rapidement vers le nord-ouest en évitant les centres urbains. La première division de fusiliers marins est entrée dans la ville de Nasiriyah le 23, un important carrefour routier défendu par un amalgame de différentes troupes irakiennes, fournissant une couverture aux fusiliers marins. En ville se trouvait le peloton Charlie du Sea, Air and Land Team 3, auquel appartenait le détachement de snipers de Chris Kyle. Sur une terrasse observant une voie d'approche utilisée par les fusiliers marins, Kyle distingua dans sa lunette une femme qui, lentement, s'approchait du groupe de militaires dans la rue, portant une grenade à main cachée sous ses voiles. Dans son autre main, elle tenait la main de son jeune fils. Kyle a signalé la situation et a reçu, par radio, l'ordre d'abattre la cible. Plus tard, il se rappela, cette femme était morte. Je me suis simplement assuré qu'elle n'emporte aucun marine avec elle. Il était évident qu'elle voulait les tuer et n'avait aucun souci pour les autres, qui seraient tués dans l'explosion ou lors de la fusillade. Des enfants dehors, des gens chez eux, même pas son fils. En tirant 2 fois avec son SR-25, la femme est tombée au sol, laissant la grenade à côté d'elle. Le mois suivant, les SEAL ont été envoyés pour reconnaître la rivière Shatt al-Arab, frontière entre l'Irak et l'Iran, pendant que les avant-gardes blindées américaines avançaient vers Bagdad. Fin avril, l'armée de Saddam Hussein était en ruine, et le pays contrôlé par les Américains. Et alors, le président Bush déclara la fin des combats en Irak, le 1er mai. En juillet, Kyle termina sa première mission de combat et rentra aux États-Unis, devenant instructeur de tir à Coronado.
Mais la chute du régime baathiste en Irak a créé un vide de pouvoir, rapidement comblé par différentes factions nationalistes, rivales et soutenues par des forces étrangères qui ont lancé une insurrection massive dans le pays. Les troupes américaines ont commencé à être attaquées sur tout le territoire, dans des embuscades, des attaques suicides et avec l'utilisation d'engins explosifs improvisés sur les routes. Le nombre mensuel de morts a commencé à augmenter de façon effrayante. Et à l'été 2004, Chris Kyle s'est porté volontaire pour un deuxième tour de combat en Irak, laissant sa femme à la veille de la naissance de leur premier enfant. Kyle est arrivé à Bagdad en septembre 2004, puis 2 mois plus tard, il a été envoyé pour participer à la seconde bataille de Falloujah. Avec la chute du gouvernement Batista, Falloujah était tombé sous le contrôle des insurgés, dirigés par Abaou Moussab al-Zarqawi, un djihadiste jordanien très actif en Afghanistan. Avant de s'installer en Irak, Tsarkov disposait de 4000 combattants dans la ville, qui ont fait de Falloujah le champ de bataille urbain le plus intense affronté par les Américains depuis la guerre du Vietnam. Là-bas, en plus de son service comme tireur d'élite, Kyle a participé à de nombreux combats de maison en maison. Le 15 novembre, au milieu d'un intense échange de tirs avec les insurgés, Kyle a quitté sa position pour ramener un marine blessé vers les lignes américaines. Pour cette action et d'autres similaires lors de la bataille, il a commencé à être appelé par les marines la légende. La deuxième bataille de Falloujah a été remportée à un prix élevé par les Américains, avec 95 morts et 560 blessés. Et en observant les longues files de cercueils, Kyle s'est senti impuissant de ne pas avoir pu les protéger. Un sentiment irrépressible grandissait en lui. Il se sentait responsable de garder ses soldats en vie. En 2005, le nombre de victimes a augmenté dans les rues violentes des villes irakiennes. Et bien que l'opinion publique aux États-Unis se retournait de plus en plus contre la guerre sur le front, Kyle ne se souciait que de protéger la vie de ses compagnons. Je ne vois pas les personnes que je tue comme des humains, seulement comme des cibles. Impossible de les considérer comme des gens avec une famille ou un emploi. Ils vivent en semant la terreur dans le cœur des innocents. Les choses qu'ils font, des décapitations, traîner des Américains vivants dans les rues, les choses qu'ils feraient aux enfants et aux femmes juste pour les faire taire. C'est la partie facile de mon travail. Je n'ai aucun regret à ce sujet. Fin 2005, il a terminé sa deuxième mission de combat et est rentré chez lui. Mais plus inquiet que jamais, sachant qu'il avait laissé derrière lui les soldats qu'il devait protéger. La tension constante de Kyle a aussi impacté sa relation familiale. Il n'arrivait pas à s'adapter à la vie ordinaire dans l'intérieur des États-Unis alors que les combats faisaient leur rage à l'autre bout du monde. Malgré les supplications de sa femme, Kyle s'est porté volontaire pour une 3e mission de combat et est arrivé en Irak par vol direct depuis les États-Unis. En avril 2006, cette fois, il a rejoint les SEALs à Hamadi, une ville située à 110 km à l'ouest de Bagdad. Hamadi était devenu le théâtre d'une violente lutte entre des groupes rebelles chiites et sunnites et était également devenu le berceau du groupe terroriste État islamique. En mars, 5500 militaires américains avaient été envoyés pour reprendre le contrôle de la ville face à une force équivalente d'insurgés qui la contrôlait. Présent dans l'est de la ville dès le 15 avril, Kyle a couvert l'avancée lente et régulière des marines qui ont pris le contrôle de Hamad en établissant des postes opérationnels de combat le long des principales voies. Malgré le succès progressif, toute l'avancée s'est faite à un prix élevé. Le 2 août, Chris Kyle a été marqué par la mort de Mark Lee, son ami et premier Sea, Air and Land, tué au combat en Irak. Cependant, la résistance ennemie, déterminée et compacte, a aussi offert à Chris Kyle la plus forte densité de cibles de sa carrière. Et entre avril et août, il a enregistré 91 morts confirmés lors d'opérations réussies de soutien aux Marines. Un exploit qui lui a valu la décoration de l'Étoile d'Argent le 27 août. Quelques jours plus tard, cependant, il a reçu la terrible nouvelle que sa fille nouveau-née souffrait de leucémie. Et le 5 septembre, Kyle a reçu l'autorisation de rentrer chez lui, tout en suivant le traitement de sa fille. Il a assisté le 12 octobre aux funérailles du président-directeur général décoré à titre posthume. Michael Mansour, qui avait été tué à Hamad le 27 septembre après s'être jeté sur une grenade pour protéger ses camarades,
Kyle devait prononcer un discours, mais il a eu une crise de panique à ce moment-là, étant incapable de bouger. Il a passé toute l'année 2007 à chercher un équilibre entre ses responsabilités familiales et son devoir envers ses soldats en Irak. Ainsi qu'elle s'est portée volontaire pour un 4e et dernier tour de combat en avril 2008. Quand il a été envoyé pour participer au siège de Sadra Syrie, le district chiite au nord-est de Bagdad, qui était sous le contrôle des insurgés du clerc Mukhtar al-Sadr. Chris Kyle l'a qualifié de pire et de plus dur de ces combats. Car les insurgés étaient très bien armés, et la présence de lance-grenades roquettes était constante lors des affrontements. Il a développé une haine et un mépris profond pour ses ennemis, et a commencé à porter un crâne peint sur son uniforme, inspiré de l'insigne du Punisher, un personnage de bande dessinée. Sa renommée lui a valu une récompense de $20 000 des insurgés, portée ensuite à $80 000. C'est là aussi qu'il a accompli un exploit extrêmement rare et réalisé son tir confirmé le plus lointain. Positionné à la fenêtre du 2e étage d'une maison. Il a commencé à scruter l'horizon lorsqu'il a aperçu une silhouette sombre sur le toit d'une maison à près de 2 km de distance. Kyle l'a observé pendant longtemps, mais aucun comportement hostile n'a été détecté. Cependant, lorsqu'un convoi américain s'est approché, l'homme a sorti un lance-grenade, à la grande surprise du tireur d'élite. Chris Kyle calcula rapidement les variables dans sa tête, a levé son fusil Macmillan TAC 338 et a appuyé sur la détente pendant une fraction de seconde. Tout se figea dans le silence, il observa la scène à travers la lunette, incrédule. Sa cible s'effondrait à 1920 mètres de distance. Plus tard, il a décrit son exploit comme un tir de beaucoup, mais vraiment beaucoup, de chance. Le 30 août, il est rentré définitivement aux États-Unis et, sous la pression de sa femme, a demandé sa démission de la marine en novembre. Au cours de ses 4 missions de combat, Chris Kyle avait atteint le chiffre impressionnant de 160 éliminations confirmées, faisant de lui le sniper américain le plus performant de l'histoire. En 2009, il a ouvert sa propre entreprise de conseil et de formation militaire, Craft International. Et en 2012, il a publié son autobiographie, American Sniper, qui est devenu un immense succès de librairie, propulsant sa personne au rang de célébrité nationale, en très peu de temps. Son livre, bien qu'il ait été salué par le grand public, a reçu et reçoit encore de vives critiques pour plusieurs passages qui s'éloignent de la vérité. Kyle a exagéré son tableau de médailles et a décrit des situations de combat que de nombreux collègues ont déclaré ne pas correspondre à la réalité. Étonnamment, il a également rapporté qu'après le passage de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, en août 2005, il est monté au sommet d'un immeuble avec son fusil et a abattu 30 pilleurs par balle. Une allégation que beaucoup considèrent tout simplement absurde. Il a aussi affirmé avoir frappé l'ex-gouverneur du Minnesota, Jesse Ventura, lors d'une bagarre dans un bar. Ventura a poursuivi Kyle pour calomnie et diffamation, assurant ne jamais l'avoir rencontré. Finalement, la justice a jugé que Chris Kyle avait inventé toute l'histoire pour bénéficier de la presse, et Ventura a obtenu une somme importante en compensation. Enfin, Kyle a raconté avoir été abordé par 2 voleurs qui voulaient s'envoler sa voiture dans une station-service près de Dallas, et qu'il les avait tués par balle pour se défendre. Mais après enquête, la police du Texas n'a trouvé aucune trace de cet incident. Entre les événements liés au livre et les interviews à la télévision, Kyle était bénévole dans un programme d'aide aux anciens combattants souffrant de stress post-traumatique. Il croyait que revivre les aspects positifs de l'environnement opérationnel, comme la camaraderie et les séances de tir, pouvait aider ses camarades à surmonter progressivement leur traumatisme. Et pour cette raison, il les emmenait dans des stands de tir. Lors de l'une de ces occasions, le 2 février 2013, il a tenté d'aider l'ancien fusilier Eddie Ray Ralph, âgé de 25 ans, en l'emmenant au stand de tir de Rough Creek. Là-bas, vers 15h, Ralph a sorti son pistolet et a tiré plusieurs fois sur Chris Kyle et son ami Chad Littlefield, les tuant tous les deux, puis a volé la voiture de Kyle. Ce soir-là, Ralph a été arrêté et, en février 2015, condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle pour les meurtres. Son cortège funèbre a été suivi par des milliers de personnes sur les routes jusqu'à Austin, où il a été enterré au cimetière d'État du Texas. Aujourd'hui, une statue en son honneur est érigée dans sa ville natale d'Odessa,
et une autoroute de l'État porte également le nom de Chris Kyle. La figure du tireur d'élite divise encore les opinions aux États-Unis, beaucoup le méprisant comme symbole d'une guerre désapprouvée et d'autres le louant pour ses actions dans cette même guerre. Sa mort prématurée, au sommet de sa force, n'a fait que contribuer à séparer Chris Kyle de sa figure humaine, immortalisant à jamais la légende du sniper américain. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les notifications. Quand je publierai plus de vidéos, je vais m'arrêter ici. Je te remercie encore une fois pour ton audience. Et cette accolade de la salle de guerre,